pas de sens. Vous n'imposez pas l'intelligence collective, puisque comme vous êtes en systémique, de toute façon, le système va vous renvoyer dans vos buts si vous imposez quoi que ce soit. Donc le système, une fois qu'on met en place l'intelligence collective, on la fait goûter dans un petit groupe, qui lui-même va dire s'il apprécie ou s'il n'apprécie pas, qui va donner son go ou son no-go, et c'est très clair. Donc, les prises de pouvoir, et ça quand on commence dans un groupe, c'est pour ça que c'est aussi, enfin on en a beaucoup discuté pendant l'écriture de ce livre, on se disait mais il faut faire passer le message qu'il ne suffit pas qu'il faut avoir un feeling systémique, comprendre ce qui se passe dans le système, comprendre ce qu'un système humain va générer. Je vais vous donner un exemple très concret, très rapide. J'ai accompagné une haute école en Belgique, la direction, les profs, on a fait un audit, on a rencontré tout le monde, ils avaient envie de participatif, enfin tous les feux étaient ouverts, on a fait des world café pour comprendre où ils voulaient aller. Voilà, on a travaillé ça avec un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, du coup, a dit bah, avec tout ça, voilà ce qu'on va proposer pour les années à venir. Parfait. Bah, il y avait un service dont on s'occupait plus particulièrement, qui était un peu en souffrance, et dedans, une personne qui systématiquement, lors des réunions, ne voulait pas participer. Mais il n'y a pas de souci, elle pouvait être assise là et pas participer, il n'y a pas de problème. Et cette personne, hiérarchiquement, n'était pas très élevée, c'était la réceptionniste. C'était la réceptionniste. Et en fait, à un moment, cette personne, effectivement, n'avait pas un statut très élevé, mais avait une prérogative, ce qu'on appelle en systémique une prérogative terrible, à savoir qu'elle était la plaque tournante. Et qu'un jour, lors d'une réunion en sociocratie, justement, il y a un truc qui ne lui a pas plu. Elle s'est levée, elle est descendue en salle des profs, elle a dit qu'on l'avait obligée à parler, ce qui n'était pas vrai, et tout le programme qu'on présentait l'après-midi a été jeté à la poubelle. Tout le système, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, c'est qu'en dessous d'un certain endroit, il y avait des baronnies. On ne l'avait pas vu dans l'audit. Et tout le monde avait dit ok, tout est ok, le CA, le comité de direction, les représentants du personnel, tout était impeccable. Et le système détenait en lui-même quelque chose qu'on n'avait pas vu et qui envoyait tout balader. Donc, en systémique, moi, c'est ce que je vois, rien ne s'impose jamais. C'est humilité, sentir et ajuster, faire goûter. Ah, on grandit ensemble, c'est bien. Ok, ça bloque, ok, on regarde ce qui bloque. On n'est vraiment pas du tout dans un système à imposer, ça ne marche pas. Pour rebondir par rapport à ça, je pense que les processus d'intelligence collective que l'on peut expérimenter dans les organisations sont des révélateurs. Comme vient de le dire Marine, de ce que l'on appelle dans le jargon les architectures invisibles, qui peuvent être des baronnies, qui peuvent être autre chose. Quand on met en place un processus d'intelligence collective, on n'est jamais sûr de réussir quoi que ce soit. Par contre, on est toujours sûr qu'on va révéler quelque chose sur le système. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne se situe jamais en se disant parce que l'on applique ce processus d'intelligence collective, on va arriver à tel résultat. Ce n'est pas possible de réfléchir comme ça en tant que facilitateur. La deuxième chose, c'est aussi la temporalité, c'est-à-dire que nous avons dans un processus d'intelligence collective des êtres humains qui, eux, sont dans un certain degré d'acceptation, de résistance, voire de sabotage. J'ai envie pour ça de prendre une analogie qu'on utilise beaucoup dans le bouddhisme, qui est celle de la graine. À un moment donné, avec un processus d'intelligence collective, une expérimentation, quelque chose que je vais vivre en étant membre du groupe, le facilitateur va d'une certaine manière planter une graine. Mais cette graine, il n'a pas la responsabilité de savoir si elle va atterrir sur un terrain qui est aride ou sur un terrain qui est fertile. Peut-être qu'au cours du processus, le vent va pousser cette graine du terrain aride vers le terrain fertile. Peut-être qu'il va y avoir des conditions favorables qui vont arroser cette graine. Mais quoi qu'il arrive, le moment où elle se met à germer, ce n'est pas parce que le facilitateur tirerait
au conditionnel sur la plante qu'elle pousserait plus vite. Chacun son rythme. Nous sommes tous des êtres humains. Et pour certaines personnes, ce sera juste une graine qui sera plantée à l'instant T, et il ou elle sera prêt à l'expérimentation dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur, par rapport à tout ce qui se déploie là, se succède comme participation au débat, enfin au sujet. Revenir sur la question du jeu et du nous que vous avez justement soulevé. Il s'agit, pour que ce nous ait vraiment le dynamisme des jeux qui le composent, un dynamisme d'une autre nature qu'une adjonction de moi qui tiennent à leur morceau et puis c'est tout. Hein. Pour que ce soit des jeux qui soient vraiment contributifs de ce nous, il faut se dire que ce processus d'intelligence collective n'est jamais installé une fois pour toutes. C'est sans arrêt un processus dans lequel les jeux doivent associer un couple de valeurs, un couple d'attitudes qui est j'écoute, je m'intéresse à ce qui vient de l'autre, que je n'ai pas forcément pensé au début, mais je ne fais pas que ça. Parce que le fait de s'intéresser à ce qui vient de l'autre, c'est une sorte de passivité au bon sens du terme, c'est-à-dire une forme d'accueil dans lequel on n'est que accueil. Donc on va dire c'est le pôle féminin, on peut le dire comme ça, pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Mais s'il n'y avait que ce pôle-là qui jouait, où est-ce qu'on va? On va au nous d'influence comme le nazisme, qui n'a rien à voir avec de l'intelligence collective, qui n'a rien à voir avec ça, c'est de la fascination d'un moi sur une foule. Hein. Donc pour qu'on reste dans ce processus d'intelligence collective, qui est toujours quelque chose qu'on avance et on ne sait pas d'avance si on va réussir, comme vous disiez bien sûr, eh bien il faut que ce couple marche entre j'accueille, dans une sorte de chose où une sorte de rêve, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire je ne suis pas sur mes gardes et sur mes ergots, mais voilà, je suis comme ça. Et qu'est-ce que c'est de l'autre côté qui doit alterner avec? C'est je me réveille, comme vous avez dit à un autre moment, la toute conscience. Je me réveille et je fais le point avec moi-même par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord avec cette chose nouvelle qui m'a été apportée par les autres? Et c'est en faisant sans cesse ce processus d'alternance entre j'écoute, j'accueille et je me réveille et je me situe par rapport à moi en ayant la responsabilité, si je sens quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'a pas été dit ou qui a été mal dit, j'ai la responsabilité de le dire et de l'offrir aux autres. Peut-être la parole à... Oui, je voulais rebondir. Ce qu'on a fait, moi, ce que je faisais dans mon équipe, au début de la séance, c'est une météo. Et moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec mon directeur technique, il me disait, mais à toi, tu passes ton temps, on n'est pas là pour faire de la psychologie, quand même, attention, quoi. Mais moi, le matin, quand j'avais dans mon équipe, par exemple, Patricia qui arrivait et qui nous partageait qu'elle avait vécu quelque chose de difficile en famille, etc. Mais on s'ajustait, toute l'équipe s'ajustait, on accueillait sa difficulté et on s'adaptait. Et au même moment, il y avait Yann qui lui arrivait, j'ai passé un super week-end, etc. Et donc c'est une histoire d'équilibre pour moi, l'intelligence collective. C'est tous les jours, on remet un canevas nouveau. Le lendemain, c'est Yann qui va pas bien, ou alors tout le monde va très bien, ou alors... Et donc tous les jours, je règle ma position. C'est systématique, d'où ces petits usages ou pratiques de faire la météo. Pour moi, ça va dans ce sens-là. Oui, alors on peut poser la question de différentes façons. Comment passe-t-on du jeu au nous? Ou bien encore, comment expérimenter cette pensée systémique? Moi, la question, je vais la poser de la façon suivante. Quelle est la nature de ce cerveau invisible qui ordonne cette intelligence collective? Tout comme on parle de main invisible dans la pensée libérale,
alors il y a quelque part dans l'invisible un cerveau qui permet à chaque élément, chaque ego, de s'ordonner sur, je dirais, un modèle qui permet d'intégrer les intelligences et de faire en sorte que le principe de pensée systémique, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Bon, je pourrais apporter énormément de réponses, mais c'est pas là le propos, je préfère alimenter le questionnement. Alors, par rapport à ce qu'on dit, ça fait penser à ce qu'on a mentionné tout à l'heure là, sur les architectures invisibles, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas qui est entre nous. Vous avez tous fait l'expérience professionnelle, d'une manière ou d'une autre, d'un silence tendu. Vous arrivez dans une réunion et ça ne se passe pas bien, il n'y a pas de mots, mais c'est tendu. Combien d'entre vous ont vécu ça au moins une fois? Et puis, que vous veniez au salon Marjolaine ou ailleurs, vous allez peut-être parfois dans des endroits où il y a, selon vos pratiques, de la méditation ou autre chose, en tout cas, il y a un silence, mais qui est profond, qui est nourrissant, qui vous fait du bien. Est-ce que vous avez déjà vécu un silence nourrissant? Et bien, dans les deux cas, il y a quoi? Il n'y a pas de mots. Donc, il y a bien quelque chose qui est présent, mais qu'on ne voit pas. Et donc, ce qu'on a essayé aussi de faire au travers de l'ouvrage, c'est de rendre visibles des choses qui ne sont pas visibles. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Et donc, effectivement, comme monsieur le suggérait, on pourrait tout à fait tirer le fil de « est-ce qu'il y a quelque chose qui nous ordonne autour de nous ?» Ça, c'est la croyance de chacun. Vous êtes renvoyés chacun à ce qui vibre pour vous. Mais si on peut même se passer de ça et voir qu'il y a des choses entre nous. Et donc, selon l'intention que nous allons avoir, nous allons faire émaner quelque chose de nous au travers, certes, des mots, des paroles, des gestes, des attitudes, mais d'un rayonnement de notre intention qui va faire que ça va être plutôt agréable ou pas. Et que nous allons de ce fait créer une sorte de champ, quelque chose qui rayonne autour de nous, auquel les autres vont s'agréger et qui va aller plutôt dans de l'agréable ou du désagréable, selon que mon émotion est agréable ou pas, et qu'elle est vibrante en moi et que je la fais vibrer à l'extérieur. Et je vois que Marine voudrait continuer. Oui, quand vous parlez d'un cerveau, je vis, voilà, je ne dirais pas que je vis ça comme ça. J'ai envie de faire le récit d'une mission que je viens de terminer avant-hier, enfin vendredi. Un centre médical qui souhaite redéfinir son projet d'établissement pour les 4 ans à venir et qui souhaite le faire en participatif. Et donc on l'a fait en plusieurs étapes, un audit avec des patients, avec des soignants, de tout niveau, des médecins, des aides-soignants, des gens de l'hôtellerie, un audit pour voir un peu comment tout le monde vit cet organisme qui est ce centre médical, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son identité. Et au bout de ça, un fonctionnement avec un comité de pilotage issu de gens un peu partout. Et avec les résultats de l'audit, et on peut entendre ce que les patients disent, ce que les soignants disent, que ok, voilà ce qui commence à se dessiner. Ben, on va continuer, on va faire des World Café avec 35 personnes chaque fois sur voilà où on en est, voilà aussi les défis, le contexte, voilà l'alourdissement des pathologies, enfin le monde change, donc il faut regarder. Et puis comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans, on en est où? Et on fait ça en World Café, donc les personnes sont par petites tables et on pose des questions, et puis elles dessinent des choses. Et puis on fait une synthèse. Et cette synthèse, elle a donné effectivement, par le comité de pilotage qui a participé à tous ces niveaux, vendredi, on a terminé par une mind map. Alors je vais peut-être revenir à une mind map dans quelques instants, il va attendre avec impatience. Donc une espèce de représentation, une mind map, c'est comme une araignée. Vous avez au centre le thème, donc là par exemple c'était projet d'établissement 2014-2019 de l'institution, et puis des grands axes. Mais tiens, on a envie de... Et alors par exemple, ce qui sortait beaucoup, c'était... on doit s'ouvrir vers l'extérieur, donc c'est ouverture vers l'extérieur. Et ouverture vers l'extérieur donnait 2 autres branches qui étaient coopération à l'interne, coopération avec le libéral à l'externe. Donc ça, c'est ça une mind map, avec des couleurs différentes. C'est une espèce d'araignée comme ça, avec des branches, qui permet d'avoir aussi une représentation systémique et non pas des trucs en colonne et linéaires qui en fait ne permettent pas de voir le lien entre les choses. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai rencontré l'équipe qui m'a demandé ça, il y a un peu plus d'1 an,
et qui avait demandé du participatif, les premières questions c'était mais qui va arbitrer? Qui va décider? On va être dans du participatif, mais qui va... Est-ce que le comité de direction va quand même décider que ça c'est mieux que ça? Ou qu'on fait ça plutôt que ça? Et je leur ai dit, c'est pas comme ça en intelligence collective. En intelligence collective, on va laisser émerger. Alors, s'il y a évidemment des contraintes à fixer, parce qu'on sait que cette année-ci, on va avoir 1000, c'est pas la peine de laisser l'illusion qu'on va avoir 2000. Ben, ça, voilà. Mais à l'intérieur des contraintes, à l'intérieur de cette première membrane de sécurité autour du groupe, on n'a à aucun moment dû exclure aucune idée, qu'elle vienne de qui que ce soit, de n'importe quel service. Et chaque service a dit, mais c'est fabuleux, on va continuer ça, parce qu'en fait, il faut qu'autour du patient, on se mette avec les hôteliers, avec les gens qui font de l'ergothérapie, avec les médecins, avec les aides-infirmières. Il faut qu'on fasse ça le plus souvent possible, parce que c'est comme ça qu'on a d'abord le plus de plaisir. D'abord, c'est un centre médical qui fonctionne beaucoup là-dessus. Et donc, je ne dirais pas que c'est un cerveau. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est émergé là, et qui porte tout le monde, mais simplement parce que ces gens ont décidé de travailler là, et pas dans le centre médical de la vallée d'en face. J'aurais fait le travail dans le centre médical de la vallée d'en face, le résultat n'aurait pas été le même. Parce que je pense que c'est l'holacratie qui dit ça, c'est qu'un organisme, c'est qu'une organisation, c'est comme un organisme, et que toutes les personnes qui sont dedans sont les cellules, et que donc il y a quelque chose qui rassemble les personnes qui sont là. Et quand on travaille comme ça, c'est ça qui émerge. Mais moi, je ne mettrais pas comme nom cerveau. Voilà. Alors on essaie de balancer des questions, hein. Une à gauche, une à droite. Donc là, on est de ce côté. Il y a une personne par Il y là. a monsieur qui a demandé. On va dans le fond, apparemment, là. Vous avez partiellement. Connaissez-vous les expériences d'intelligence collective à un niveau politique? Vous pouvez la redonner, s'il vous plaît? Connaissez-vous les expériences d'intelligence collective qui se réfèrent à un niveau politique, en France ou ailleurs? Alors, j'ai travaillé avec les collectivités territoriales. Et donc, avec une amie facilitatrice, nous avons travaillé notamment avant les élections, les dernières élections municipales. C'était extrêmement intéressant de travailler avec ce contexte-là, c'est-à-dire que c'est un contexte de personnes dans les conseils municipaux qui ont un métier par ailleurs, qui sont dans une hiérarchie par ailleurs, qui viennent ici sur un enthousiasme, qui viennent sur des convictions, qui ont envie de se positionner et de les affirmer, et en même temps, le mode sur lequel ils ont l'habitude de fonctionner, c'est plutôt un mode du débat. Et donc, l'intelligence collective se positionnant, alors ça c'est ma manière de formuler, en anti-débat, évidemment, c'est un petit peu compliqué au début. Voilà. Donc, ça a été malgré tout des expériences magnifiques qui ont permis à des personnes de se parler alors qu'elles ne se parlaient plus depuis un certain temps, chacun restant et étant campé sur ses postures politiques, mais aussi dans une autre expérimentation, je pense à un conseil municipal qui a travaillé avec les cadres des services municipaux et qui se sont parlé d'une manière comme ils ne s'étaient jamais parlé. Auparavant, c'était « nous, on va faire ça » et les services disaient « on ne peut pas ». Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de mettre ces personnes autour de la table et tout simplement de ne pas être dans la posture. Et l'intelligence collective, elle invite à ça. Elle invite à sortir de sa posture. Et je pense que là, ça a été pour moi l'exemple le plus évident d'une extraction de la posture parce que le contexte était un contexte postural. Donc, à la fin de la journée, à la fin de la mission, des différentes journées de mission, etc., on arrivait à des personnes qui se sont redécouvertes au plan humain, au plan de la capacité à se faire confiance, de la capacité à co-créer, de la capacité à être créatif ensemble. Et pour moi, c'est ça l'intelligence collective. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Il y a 10 jours, je faisais une co-facilitation dans le parc régional du Luberon et dans le Haut-Pays de Provence. Et en fait, ils ont pris la décision d'aller
regarder, puisque c'était comment nourrir, comment devenir, c'est le projet leader, ça y est, ça vient de me revenir. Donc les projets leaders sont portés au niveau européen, vous pouvez avoir des fonds, mais il faut le faire d'une certaine manière. Et là, ils ont pris cette démarche d'intelligence collective de faire des work cafés dans des endroits différents du pays de Haute-Provence et en relation avec le parc régional du Luberon pour aller regarder comment demain vous voudriez voir votre pays et votre parc régional vivre. Et en fait, il y avait du mélange de politique, des habitants, des retraités, des jeunes de 20 ans, des familles, etc. Et ils ont été sur le territoire, et moi je trouvais ça fantastique, pour aller justement glaner les idées, les mettre en images, sortir les mots importants pour nourrir un dossier, pour porter le projet du développement du territoire. Donc, et moi j'entendais des phrases, je me souviens d'une dame qui discutait avec un membre, je crois, de la délégation régionale, qui disait « Mais mon pauvre monsieur, vous êtes loin de la réalité, ce qui est important, moi, quand je vais faire mes courses, c'est d'avoir un moyen de me transporter à un tel endroit. Donc le covoiturage dans Luberon, mais c'est fantastique monsieur, il faut y aller à fond. » Et en fait, ils se mettent en lien, ils prennent conscience des priorités des gens, des besoins, et vice-versa aussi, c'est-à-dire que des habitants sur le territoire prennent conscience des contraintes au niveau politique, au niveau régional, au niveau européen, et ça crée une richesse. Ça, c'est une richesse fantastique. Donc pour moi, c'est un exemple fort. Alors peut-être juste, et avec beaucoup de précaution parce que je n'ai pas encore cherché, mais il y a un groupe qui s'appelle apparemment Nouvelle Donne, qui fonctionne en sociocratie, qui est, je ne sais pas si on peut appeler ça un parti politique, un groupe en tout cas de citoyens d'eux. Il faut aller voir. Moi, je ne suis pas encore allée voir, mais il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit il faut que tu ailles voir. Voilà. Et moi, j'ai un dernier rebond. J'ai eu la chance de croiser le maire et l'adjoint au maire d'une commune qui s'appelle Saillant, donc dans la Drôme, 1200 habitants, et qui ont pris la décision de développer un mode de gouvernance alternative. J'ai eu la chance de les croiser au cours d'un forum, et il y avait 80 personnes autour qui disaient mais partagez-nous la manière dont vous faites, etc. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, ils partagent à la fois ce qu'ils expérimentent, ils ont écrit des règles de non-prise de pouvoir, non mais le truc de folie, vous allez voir ça, et ils regardent comment on peut travailler autrement, et ils partagent tout. Donc si un nouveau mode, je dirais, de fonctionnement collectif vous intéresse, et ça pour moi c'est un très bon exemple. Et juste dans les pépites, démocratie réelle aussi, allez regarder si vous voulez bien, c'est ceux qui se sont positionnés pour les élections européennes en proposant de ne pas être un parti et d'être un vrai relais des citoyens. Donc il y a vraiment pléthore d'initiatives autres. Peut-être une dame ou là-bas. Oui, bonjour. En fait, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais j'aurais aimé revenir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, c'était il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir que l'intelligence collective existe. Et du coup, je voulais savoir quels sont les éléments propices justement à l'intelligence collective, ou nécessaires ou indispensables, s'il y en a des indispensables. Merci. Alors, propice. Je dirais le premier, c'est que le groupe qui souhaite le mettre en place en ait vraiment l'envie et soit prêt au voyage. Ça secoue, ça fait bouger les lignes, comme plusieurs l'ont dit, ça remet en question les rôles, ça les transforme. Tout à l'heure, Thomas disait, mais le manager, il a lâché prise. Mais c'est pas parce qu'il lâche prise qu'il lâche tout. Donc c'est juste tenir autre chose. C'est passer d'une posture où je contrôle les personnes, ce qu'elles vont dire, ce qu'elles vont faire, à je contiens un processus. Je tiens la membrane. Moi j'adore ce mot, pour moi, montre bien ce qu'il y a à faire en intelligence collective. C'est de placer un environnement extrêmement sécurisant avec des règles, et un facilitateur qui tient les règles et qui va permettre que quelque chose émerge. L'exemple que je prends chaque fois, j'aime bien le prendre, c'est l'intelligence collective, c'est comme les raviolis. Comment savez-vous que les raviolis sont cuits? Quand ils remontent à la surface.
Mais l'intelligence collective, c'est ça, c'est quelque chose qui remonte à la surface. Mais qu'est-ce qui va permettre que les raviolis soient cuits? La chaleur de l'eau. L'eau chaude, donc de l'eau, c'est-à-dire un milieu, et de l'énergie. Oui, quoi d'autre? Le temps, oui, absolument, du temps. Et en intelligence collective, ça en prend. Oui, quoi d'autre? J'ai pas compris? Il faut surveiller. Oui, sûrement. Être gardien, pardon? Des raviolis, si on n'a pas... Ah, des raviolis, parce que si on n'en a pas... Ok. Donc vous avez de l'eau, vous avez de l'énergie qui va chauffer, vous avez quelqu'un qui va surveiller. Est-ce que c'est suffisant? La casserole! Mais la casserole et une casserole sont trous. Parce que si votre casserole fouille, il y a l'eau. Fouille, je suis belge. Si la casserole fouille, l'eau va se répandre. Et vous allez, les raviolis vont coller au fond de la casserole. Donc, en intelligence collective, il faut tenir la casserole, la membrane. Il faut être gardien de ça. C'est gardien de l'ensemble du processus, de faire confiance que les humains vont faire monter quelque chose. Et ça, ce qui est propice, c'est un groupe, une équipe, qui est prête à cette aventure-là. Si dans l'équipe, il y a un système trop hiérarchique, avec des gens qui veulent trop le pouvoir, qui ne sont pas prêts à lâcher, où il n'y a pas de fédération, les gens n'ont pas envie d'aller ensemble quelque part, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Voilà, il faut vérifier, regarder, faire travailler avant, peut-être interroger. Voilà. C'est un travail d'humilité, c'est un travail où on sent les choses, où on vérifie, où on... Voilà, c'est un travail d'amour en fait. J'ai rien d'autre à dire, c'est un travail d'amour. Oui, parmi les ingrédients, je serais intéressée que vous développiez un peu la notion de différence. Quelqu'un a fait remarquer tout à l'heure que vous étiez à cette table ronde un mélange d'hommes et de femmes. Est-ce que vous constatez que c'est intéressant d'avoir des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes? Vous êtes aussi d'origine, de formation assez différentes, sciences humaines, biologie, enfin j'ai entendu. Voilà, comment ça peut tout ça peut se féconder? Quand on a des personnes qui sont très semblables, est-ce que ça fonctionne bien aussi? Si je pouvais avoir des mains aussi grandes que l'espace, je le ferais. Pour moi, la richesse, elle est dans la différence. C'est une des contraintes ou des freins à l'intelligence collective, c'est uniformiser les choses. Faire que chacun fasse la même chose, soit la même chose. Et d'ailleurs, il suffit d'ouvrir certains journaux, on entend parler de souffrance, de difficultés dans l'entreprise, parce qu'on cherche à uniformiser les choses. Donc moi, la richesse, mais c'est un élément essentiel. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des anciens, des nouveaux, de culture africaine, mais c'est une richesse incroyable. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un bouquin qui s'appelle La sagesse des foules, je ne sais plus qui est-ce qui a écrit ce bouquin-là, mais qui démontre qu'on peut répondre à une question avec le collectif. Nous, ici, on est tous différents, on vient d'un endroit différent, on a des histoires différentes, on pourrait poser une question technique, le collectif va y répondre et trouver une solution parce qu'il y a de la diversité comme dans la vie autour de nous aussi. Mais si notre planète elle marche, c'est parce qu'il y a de la diversité. Les équilibres viennent parce qu'il y a de la diversité, de la richesse. Il y a des oiseaux, il y a des papillons, il y a de l'air, il y a tout ça. Et pour moi, cette intelligence collective, elle se nourrit de cette diversité. En parlant de diversité, justement, je crois que ce que nous vous souhaitons tous, c'est de rester vivant et de vivre bien. Et comme on parlait de système, les chercheurs, ceux qui étudient les systèmes vivants, dont les systèmes humains, mais aussi les forêts, ont remarqué qu'un système est vivant quand il a un certain équilibre entre l'efficacité et la résilience. Et qu'est-ce qu'on entend par la résilience selon ces chercheurs? C'est une combinaison de diversité, comme Jérôme nous le propose, et d'interconnexion. Il ne faut pas oublier l'interconnexion. Donc quand on a des personnes très diverses, eh bien, il y a des outils, des méthodes qui peuvent aider à ce que les différences se connectent, pour qu'elles passent de différence en diversité, peut-être.
Et donc c'est important parce que certains groupes, il y a trop d'uniformisation, donc il n'y a pas de résilience, par contre beaucoup d'efficacité, mais on sait que ça crée des crises régulières. Et dans un système où il y aurait beaucoup de diversité, s'il n'y a pas d'interconnexion, à ce moment-là, ça ne devient que des personnes isolées, et donc ça ne crée pas la magie de la mosaïque qui prend. Je voudrais juste ajouter par rapport à ça que dans certaines... J'ai été plus rapide que toi, excuse-moi. Dans certains environnements, la diversité est peu présente. Je travaille avec un grand groupe aéronautique où il n'y a que des ingés. Pardon, les ingénieurs. Et donc, la difficulté dans la facilitation face à ces personnes qui ont une formation qui les formate très clairement, qui les invite, pour ne pas dire qui les contraint à tous penser de la même manière, ou à tout du moins aborder un sujet de la même manière. Par contre, ils se comprennent, ça c'est sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Ils parlent le même langage. Par contre, la difficulté dans la facilitation, c'est d'être à l'écoute de la diversité qui est malgré tout présente. Alors d'accord, ce sont tous des ingés, ce sont tous des personnes qui ont suivi la même formation, mais il y a des hommes et des femmes, mais il y a des personnes plus âgées, des personnes moins âgées. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est en étant, quand le groupe est à l'écoute de ces éléments-là, de ces différents backgrounds, de ces différentes conditions environnementales. Je suis désolé, j'ai travaillé beaucoup en anglais, donc j'ai beaucoup de mots anglais qui me viennent. Tout à l'heure, mind map, d'ailleurs, on dit carte heuristique en français, ou carte mentale. Donc c'est aussi de permettre d'être à l'écoute de tout ce qui est là, même si on ne voit pas au premier regard. Et ça, c'est le métier de facilitateur aussi. Et la casserole de ravioli dont parlait notre amie Marine, avec le lien avec la diversité, c'est que si on veut de la diversité, si on veut de la créativité, si on veut de l'intelligence collective, on ne va pas prendre n'importe quelle casserole. Tu parlais de casserole à tout, enfin bref, on voit bien qu'il y a une variété de casseroles ou poêles dans nos cuisines, et elles ne font pas toutes les mêmes choses, et bien c'est pareil. Donc si on veut qu'un groupe de personnes fasse émerger de l'intelligence collective, il faut prendre une casserole particulière. C'est ce qu'on appelle membrane, c'est-à-dire quelles vont être les conditions qui vont permettre d'eux, qui vont donner des règles sur la manière de se parler et d'interagir, qui fait que dès l'instant que la diversité est présente et va s'exprimer, elle va être accueillie, et il va y avoir des processus et des méthodes pour s'enrichir de ces différences-là. Parce que vous mettez dans n'importe quelle casserole des tas de gens différents, et vous ne donnez pas de règles du jeu, eh ben ça ne donne pas forcément des trucs sympathiques. Voilà. Et des fois aussi, ça nous amène à travailler sur les casseroles qui sont accrochées à nos pieds. Et oui, parce que des fois, il y a des outils d'intelligence collective qui ne permettent pas de faire émerger quelque chose de plus fort parce qu'on ne sait pas dégager de la casserole ou des casseroles individuelles ou collectives ou de l'entreprise qu'on a accrochées aux pieds. Donc ça veut dire aussi que des fois, il faut créer des espaces pour se libérer des casseroles pour aller faire cuire les raviolis autre part. Donc c'est aussi une nécessité en tout cas d'avoir une attention particulière sur ces éléments-là pour avancer plus raisonnablement et plus efficacement. Si Gauthier était là, il vous raconterait, vous la trouverez dans le livre, la merveilleuse histoire de la forêt. Pour lui, en fait, la forêt est vraiment un exemple de gestion diversité et il dit que c'est la forêt qui a inventé la mutuelle. Les arbres captent les photons avec leurs branches, ce que les champignons sont incapables de faire. Et ce que les jeunes arbres sont aussi incapables de faire parce qu'ils sont empêchés par la canopée. Donc ils captent les photons, l'énergie solaire, et puis ils la transforment en sucre, en un tas de choses, qu'ils font redescendre dans leur tronc jusque dans leurs racines. Et du coup, ils nourrissent les champignons. Et puis les champignons, c'est cet immense réseau de champignons dans le sol de la forêt qui fait que c'est un écosystème stable. Eux, ils transforment des choses qui sont dans le sol et que les arbres ne sont pas capables de digérer, et du coup, ils en nourrissent les arbres. Alors déjà, là, on est dans la diversité entre arbres et champignons, et puis des choses qui viennent de la lumière, des choses qui viennent de la terre, tout ça se transforme. Mais ça veut dire aussi, on a souvent dit, oh, les jeunes arbres, les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de lumière, donc ils sont un peu en compétition avec les grands, pas du tout. Parce que comme ça, les grands arbres nourrissent les petits. Mais aussi, le hêtre, par le biais des champignons, nourrit le chêne, qui nourrit le châtaignier, qui nourrit le marronnier.
Enfin, il n'y a personne qui dit non, mais moi je ne nourris que les chênes. Ben non, mais c'est ça la gestion de la diversité en fait. Je pense que souvent dans les entreprises on parle de gestion de la diversité, alors ça a été tarte à la crème, mais alors comme pas possible. Mais ça n'existe pas en fait. Je ne vois pas comment on peut mieux gérer la diversité que par des processus d'intelligence collective, sinon on ne gère pas, on lisse, on regarde, on coupe, on rassemble. Enfin, pour moi l'intelligence collective c'est du plus et du fois. Alors que d'habitude, dans le débat et ailleurs, on fait du moins et du divisé. C'est mon avis divisé par le tien, moins celui du voisin. Enfin, on passe son temps à ça. Toute notre éducation a été faite comme ça. Et l'intelligence collective, elle propose autre chose, du plus et du fois. Voilà. Vas-y, monsieur. Donc, question pour qu'on parte ici avec un schéma de pensée très clair. Pourriez-vous nous faire un résumé des étapes à mettre en œuvre pour passer de la prise de conscience de l'intelligence collective à sa mise en pratique individuelle et collective? Parlez bien devant le micro, s'il vous plaît. Pardon. Je disais que pour qu'on parte d'ici avec des idées à peu près claires sur l'intelligence collective à mettre en œuvre, pourriez-vous nous faire un résumé donc, avec des repères clairs? On a dit beaucoup de choses, pour qu'on puisse l'appliquer au plan individuel et collectif chaque fois qu'on peut et que l'environnement s'y prête. Et je retiendrai les 3 derniers mots de ce que vous venez de dire. L'environnement s'y prête. Parce qu'il n'y a pas de formule standard. Là aussi, on est dans la diversité. Ça va dépendre de l'écosystème, de l'équipe, de sa nature, de son objectif, de sa mission, du groupe auquel vous vous adressez. Écoutez l'environnement. Voilà, la première chose, 1, écoutez l'environnement. Et 2, allez écouter à quoi est-ce que l'environnement veut arriver. Mais cette réponse n'est pas standard non plus. Et après, quand on s'est bien posé la question de « mais à quoi est-ce qu'on veut arriver quand on aura fait ça? C'est quoi le chemin qu'on aura parcouru? On sera où ?» Alors, avec tout ce qu'il y a là, on va dire, peut-être on peut faire en 1 ça, en 2 ça, en 3 ça, en 4 ça. Et surtout, après 1, on va vérifier si le 2 auquel on a pensé est le bon 2. Hein, parce qu'on peut bien changer de 2. C'est très difficile de répondre à votre question, c'est impossible, et c'est bien ça, la particularité. Il y a bien sûr des bases, des règles, des choses qu'il faut observer, mais il n'y a pas de réponse standard. Ça n'existe pas. Juste, ça n'existe pas. Moi, je veux bien ajouter que dans le mot intelligence collective, il y a intelligence, et je pense qu'une des définitions d'intelligence pour l'humain, notamment, enfin pour les animaux aussi, c'est la capacité à faire les bonnes relations, les bons rapports entre deux choses. Et donc là, on parlait de l'environnement, donc bien écouter, regarder, observer l'environnement, ensuite être très clair sur son intention, et une fois qu'on a ces 2 composantes, faire la relation de trouver le bon outil. Il existe plein d'outils, c'est pas un outil qui dit qu'on fait l'intelligence collective, c'est parce qu'on a regardé l'environnement, le contexte, qu'on est d'accord sur l'intention, qu'à ce moment-là on trouve l'outil adapté. Et du coup, ça amène, parce que les ingrédients, on les a donnés hein, quand Marine a parlé de la casserole, donc effectivement, il y a écouté l'environnement, il y a clarifié son intention, il y a clarifié la vision, il y a posé la membrane, c'est-à-dire les conditions qui vont permettre qu'on va accueillir la diversité. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qu'on a déjà mentionnés. Et ce sur quoi on veut mettre l'accent, et donc qui peut effectivement être vécu comme ne répondant pas à une attente de qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on va tout faire ou bien faire ou faire dans l'ordre et que ça marche. Ce que nous devons tous développer quand on fait ça, c'est la capacité à danser avec la vie. C'est-à-dire que au début, c'est normal, on a tous besoin d'apprendre une nouvelle discipline en ayant des briques de méthode. Donc on dit, je vais apprendre ça, donc vous avez tous entendu parler de forum ouvert, de World Café, etc. Donc on a une méthode, on dit, chic, ça y est, je sais, hop, je le fais. Et puis des fois, hop, ça ne le fait pas. Donc il existe des moments où ça ne le fait pas. Et donc la méthode ne va pas suffire, on va être pris dans la dynamique même de l'intelligence collective, selon qu'on arrive à mettre les conditions pour y contribuer, ou aussi que la diversité qui est présente nous renvoie à autre chose. Et donc ce qui va être convoqué là, c'est notre posture à nous, c'est-à-dire
Quelle est ma souplesse individuelle à pouvoir accueillir ce qui est présent, toute ressemblance avec ce que Thomas a mentionné au départ sur la présence et l'intérêt de la mindfulness en lien avec l'intelligence collective, c'est ça. Quelle est ma présence à l'environnement, à ce qui se passe à l'intérieur, c'est pour ça qu'on vous a fait goûter la météo, à ce qui se passe dans la relation, à ce qui se passe dans le groupe, qu'est-ce qui va être pertinent de faire et d'être à ce moment-là. Et ça se travaille au corps, comme toutes les expériences professionnelles que nous avons tous, chacun, ça se travaille par l'expérience. On va faire, on va refaire, on tombe, on se casse la figure, on se loupe, et c'est parce qu'on fait toutes ces expériences-là qu'on enrichit son panel et qu'on développe l'essentiel, la colonne vertébrale qui est la présence. Et c'est cette présence au vivant qui va nous permettre de danser et de sortir du chapeau ce qui sera pertinent sur l'instant. Et laisser émerger. Je suis en 2000% en phase avec Christine. Mes 2 dernières facilitations, au bout de la première séquence, donc sur 2 jours, on va dire un exemple sur 2 jours, au bout de la première séquence, tout le reste était déjà jeté. Et bien voilà, c'est accepter ça aussi être facilitateur. C'est accepter de danser avec ce qui est là. Et d'être dans cette agilité et dans cette acceptation. C'est à la fois l'un et l'autre. D'accepter, de sentir la résonance avec ce qui émerge et d'être dans cette qualité d'interaction et cette qualité de présence. Souvent on dit le facilitateur il tient le cadre, il n'intervient pas sur le contenu. Et c'est aussi avoir cette humilité-là, de dire voilà, moi je suis juste là au service. Voilà, et maintenant on va vous proposer une phase très importante de l'après-midi qui est la clôture. C'est très important, une clôture. Non, mais on va le faire, partez pas, c'est une vraie science, c'est une vraie intelligence la clôture. Alors je laisse la parole je confie la parole à Sybille plutôt qui va faire l'introduction à cette phase. Non, c'est toi, pardon, Thomas. Alors effectivement, la clôture est quelque chose qui est très important, qui permet de tout simplement valider le fait qu'on a vécu quelque chose ensemble. Et ce que nous avons vécu là, ce que je vais vous proposer, c'est juste